Lancement officiel ce mercredi par le président de la République des travaux de construction du pont de Farié sur le fleuve Niger. Plus de 11 milliards de francs CFA seront investis dans la réalisation de cette infrastructure, fruit de la coopération Niger-Banque africaine de développement. L'amélioration de la situation des déplacés des îles nigériennes du lac Tchad au centre d'une rencontre d'échange hier à Difa entre le Premier ministre chef du gouvernement et les autorités locales et les représentants du système des Nations Unies. Renforcement des capacités des services douaniers, 55 véhicules acquis sur fonds propres de l'État ont été remis ce matin à la Direction générale de douane. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était ce matin dans la région de Tillabéri, notamment à Farié, où il a procédé au lancement des travaux de construction du pont devant relier les deux rives de la localité sur le fleuve Niger. C'est donc pour manifester toute leur gratitude que les populations bénéficiaires sont sorties massivement pour réserver un accueil de grand jour au chef de l'État. Ça va très bien, voilà. Voici. Les Germains disent voici. On arrive à excellence. Avancez là. Fruit donc de la coopération Niger-Banque africaine de développement, les travaux de construction du pont de Farié ont été officiellement lancés ce matin par le président de la République, chef de l'État, une infrastructure longtemps attendue par les populations riveraines et qui, une fois réalisée, facilitera les transactions sur ce axe et la desserte de plusieurs localités de la zone. Askou Jibrilla, Absatou Mahamadou.
Dans le cadre du programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou, toutes les régions du pays sont en train de se doter d'infrastructures routières fiables, facilitant ainsi la mobilité des personnes et les échanges commerciaux. La région de Tillabéri ne fait pas exception. Mis à part les routes en terre et bitumées dont elle a bénéficié, la région va encore se doter d'un ouvrage d'art, c'est-à-dire d'un important pont et ses voies d'accès sur le fleuve Niger à Farié. La présente cérémonie marque le lancement officiel des travaux de construction de ce pont. Mon sentiment est un sentiment de satisfaction pour avoir tenu cette promesse que j'ai faite au peuple nigérien et en particulier à la région de Tillabéri. Cet investissement est un investissement structurant pour le Niger parce qu'il permet de désenclaver le pays, non seulement du point de vue intérieur, mais par rapport aussi aux pays voisins. Ce projet s'inscrit dans un cadre très large, dans un cadre sous-régional, et donc cela permettra de multiplier les échanges à l'intérieur du Niger d'abord, et entre le Niger et les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Mali, et même au-delà. Donc il s'agit là d'un projet structurant de plus que nous sommes en train de mettre en œuvre. Il y a d'autres projets qui vont intervenir. Vous savez que le fleuve Niger traverse le Niger sur 500 km. Par conséquent, il faut multiplier les ponts sur le fleuve Niger. Aujourd'hui, c'est le pont de Farié. Demain, ça sera un pont face à Mehana. Après-demain, ça sera un autre pont face à Kirtachi, ainsi de suite. Mon ambition, c'est de mettre des ponts à des distances régulières sur le fleuve Niger afin de désenclaver intérieurement le pays, mais également de désenclaver le pays par rapport aux pays voisins, par rapport à l'extérieur. Auparavant, le maire de Gotei a salué cette importante initiative qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le gouverneur de la région de Tillabéri a, au nom des populations de la région, remercié le président de la République pour toutes les réalisations structurantes pour le développement du pays en général et de la région de Tillabéri en particulier. Fruit de la coopération entre le Niger et la Banque africaine de développement BAD, le pont Farié est un facteur pour la relance de l'intégration sous-continentale. Farié, qui nous réunit en ce jour, est une localité nigérienne située sur le corridor communautaire CU14 de l'UMOA, reliant Ouagadougou et Dori au Burkina à Terra, Farié et Niamey du Niger, et qui se prolonge vers Gao, capitale de la 7e région du Mali. Le corridor Ouagadougou-Terra, Dori-Terra, Farié-Niamey a fait l'objet de travaux d'aménagement et de bitumage, ainsi que des mesures de facilitation sur sa section Dori-Terra, sur financement de la Banque africaine de développement. Ce projet a été achevé en juin 2012 et les routes sont en service. Cependant, en l'absence d'un ouvrage de franchissement du fleuve Niger à Farié, la traversée se fait de nos jours par un bac amphidrome qui fonctionne 12 heures par jour, de 6 heures à 20 heures avec un arrêt de 2 heures à midi. Ce bac acquis en 1994 reste de faible capacité d'emport et ne peut, comme tel, transporter plusieurs camions à la fois, d'où les temps d'attente relativement longs pour les camions poids lourds, ainsi obligés d'emprunter une voie de contournement de 130 km avec des incidences sur les délais et les coûts de transport. Le pont de Farié apparaît à cet égard comme un ouvrage stratégique pour relier plus facilement la RTS au réseau routier de la CEDEAO. Pour le ministre de l'Équipement, la construction de ce pont qui va relier les deux rives du fleuve Niger revêt deux intérêts sur le plan du désenclavement. Au plan interne, tout comme à Niamey en 1970, le bac Farié cédera la place dans quelques mois, Inch'Allah, pour le plus grand bonheur de la population riveraine. Au plan externe, le pont Farié constitue une jonction centrale entre les routes communautaires Ouagadougou, Dori, Terra, Farié, Niamey et Gao, Tillabéri, Farié, Niamey. C'est ce caractère fortement intégrateur qui a permis l'inscription de ce projet au programme d'action communautaire des infrastructures de transport routier et le financement des études par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Aux personnes impactées, j'en appelle à plus de discernement
concernant la question du dédommagement et j'invite l'ensemble des parties prenantes à collaborer davantage dans une mise en œuvre de la disposition de la loi en la matière en bannissant tout comportement de nature à retarder l'avancement des travaux. D'un coût global de plus de 11,776 milliards de francs CFA, la construction de ce pont d'une longueur de 630 mètres sera faite en 36 mois et prendra en compte le volet social, notamment la construction de 8 salles de classe et de 2 points d'eau, la construction d'une case de santé à Farié, la reconstruction du centre de santé intégré de Koria Hausa, la construction du marché rural de Farié et la construction de 200 mètres linéaires de clôture. Très ému, le chef de canton de Dargol a offert un cheval bien harnaché en guise de reconnaissance au président de la République. À l'Assemblée nationale, le président Amadou Salifou s'est entretenu ce matin avec la vice-présidente de la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale du Cameroun, Madame Ingini Efa Marie-Rose, à sa sortie d'audience. Je suis en tournée de campagne. Je venais remettre un pli fermé au très honorable président de l'Assemblée nationale du Niger en vue des élections au Parlement panafricain pour la présidence du Parlement panafricain. C'était uniquement ça pour le soutien du Niger et c'est pour ça que je suis là, en espérant que le Niger va voter pour le Cameroun, pour le candidat camerounais qui est Nkodo Roger, qui est déjà l'actuel premier vice-président du Parlement panafricain. Et notez que les travaux se poursuivent en plénière à l'Assemblée nationale. Ce matin, sous la présidence du premier vice-président, 3 projets de loi ont été examinés et adoptés par les parlementaires. Ismaël Douda, Barokuba. Il s'agit pour le premier point du projet de loi portant création d'un établissement à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Centre national de la recherche scientifique. La création de ce centre procède de la volonté d'améliorer le cadre scientifique au moyen du renforcement du cadre institutionnel, de contribuer à définir, élaborer et mettre en œuvre la politique nationale en matière de recherche scientifique et technologique, entre autres. C'est donc compte tenu de cette importance que les différents présidents des groupes parlementaires ont appelé les députés à voter en faveur de ce projet de loi. Il a ainsi recueilli 84 voix pour, 0 contre 0 abstention. Quant au deuxième point, après une analyse minutieuse article par article, il a été adopté par 86 voix pour, 0 contre 0 abstention. Il porte sur le projet de loi portant création, mission, organisation et modalités de fonctionnement de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte et s'inscrit dans le cadre du parachèvement du processus d'ancrage et d'opérationnalisation de l'initiative Grande Muraille Verte au Niger. Après les 2 votes, les commissaires du gouvernement ont félicité les honorables députés pour le travail accompli. Mon intervention, c'est juste pour vous remercier vraiment de ce vote massif qui consacre la création du Centre national de la recherche scientifique au Niger. Et je ne reviendrai pas, c'est-à-dire en fait sur les différentes missions sur lesquelles vous êtes tous épanchés, mais j'aimerais juste rassurer les différents intervenants sur les moyens que l'État n'hésitera pas à mettre à ce centre, c'est-à-dire pour qu'il puisse assurer efficacement sa propre mission. Par ce vote, vous venez aussi de montrer votre sens élevé de l'intérêt général pour le pays, et plus particulièrement pour le monde rural, qui paye un lourd tribut dû aux effets des changements et variabilités climatiques. Le gouvernement, à travers ma modeste personne, vous remercie sincèrement pour la création de cette agence, dont les interventions au Niger visent particulièrement l'amélioration des productions agricoles, forestières, pastorales, halieutiques et fauniques, en vue de renforcer la résilience des populations face aux épisodes récurrents de famine et d'insécurité alimentaire causés par les changements climatiques. Ensuite, les travaux se sont poursuivis avec l'examen et l'adoption de propositions de loi relatives à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH. Cette proposition de loi a été adoptée par 64 voix pour, 0 contre 0 abstention, à la grande satisfaction de l'initiatrice et vise à déterminer les principes fondamentaux en matière de lutte contre le VIH-Sida au Niger. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance. Elle reprendra demain matin
à partir de 9h30. Au terme de sa mission de travail hier dans la région de Difa, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité. Auparavant, Brigitte Raffini a échangé avec les autorités locales et les représentants du système des Nations Unies en vue de réfléchir ensemble sur les mesures qui restent à prendre pour répondre au mieux aux besoins des déplacés en provenance des îles du lac Tchad. Abdaman Mazou, Abdaman Boukari. Il convient de rappeler que suite à l'appel lancé par l'État invitant les populations habitant les îles du lac Tchad de la partie nigérienne à quitter ces îles et à rejoindre la terre ferme pour des impératifs de sécurité, la région de Difa a à la date du 4 mai 2015 recensé près de 5000 ménages totalisant plus de 27 500 personnes reparties dans les localités de Bosso, Ngigimi et Difa qui accueillent pour sa part les personnes en transit. C'est donc pour s'enquérir de la situation née de cet afflux massif de déplacés, aggravant ainsi du coup la crise humanitaire qui sévit depuis dans la région, que le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, a de son retour de Ngigimi rencontré les membres du comité régional de gestion et de coordination des réfugiés et des déplacés, ainsi que les représentants des agences du système des Nations Unies, à l'effet de voir au clair des actions menées en faveur de ces déplacés, mais aussi et surtout dégager les priorités actuelles. Occasion pour les différents intervenants, notamment les membres du gouvernement, les autorités administratives, tout comme les acteurs humanitaires, de formuler une série de propositions et recommandations allant dans le sens d'une meilleure coordination des actions à entreprendre afin de répondre de manière prompte et efficace aux besoins fondamentaux de ces déplacés ainsi que pour leur cheptel. Quant aux représentants des différentes organisations humanitaires, ils ont sur place réitéré leur ferme engagement et disponibilité constante à soutenir l'État dans la gestion de cette crise pour créer les conditions optimales de survie aux personnes affectées par la présente situation. Je voudrais donc, au nom de tous mes collègues, vous manifester ou réitérer toute notre solidarité. Nous serons aux côtés des populations vulnérables avec vous, pour qu'ensemble nous puissions abréger la souffrance de ces populations, pour qu'ensemble nous pouvons restaurer un certain espoir au niveau de ces populations. Parce que c'est le manque d'espoir qui crée une grande détresse et qui crée des difficultés incommensurables. Cependant, ils ont saisi cette opportunité pour souligner un certain nombre de contraintes liées à la mise en œuvre de leurs actions sur le terrain. À toutes ces préoccupations, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, a pris bonne note et promis que des solutions idoines seront à trouver. Nous avons vécu la situation dans grandeur nature, j'allais dire. Et vous avez entièrement raison que ce que nous devons, à mon avis, penser très rapidement à un renforcement de capacités locales pour la gestion de cette crise. Nous devons essayer de nous rapprocher pour étudier ensemble la forme que nous devons donner à cet appui en renforcement de capacités. Vous avez également, nous sommes entièrement d'accord que nous devons affiner très rapidement notre stratégie. J'allais dire ici et maintenant, mais je pense qu'on va se donner les 2 jours qui viennent là pour affiner cette stratégie. Et nous avons également besoin de connaître vos besoins concrets en termes d'escorte. Et l'accès également à quelle population. Nous sommes d'avis aussi, je pense qu'il va falloir maintenant achever le processus d'installation dans les 3 camps, Kabilawa, Sayam et Goudoumaria. Je pense que ces camps sont prêts à accueillir les populations et Sayam ayant déjà commencé, il y a encore à compléter. Donc nous avons, pour la situation qui prévalait avant le déguerpissement des îles, à parachever l'installation de déplacés ou des réfugiés. Donc je pense que là aussi c'est bien noté. Nous sommes d'accord que sans tarder, nous devons poursuivre et parachever le processus d'installation
de ces populations dans les camps. Alors, nous avons noté ensemble les difficultés qu'ont vécues et que vivent encore certaines populations, notamment en Guigmi. Et nous avons fait le même constat. Nguigmi demande une prise en main urgente. Je crois qu'avant de quitter Nguigmi, c'est d'ailleurs ce qui a fait le petit retard que vous avez constaté. Nous avons discuté avec la préfecture et les services concernés et il a été convenu donc d'attendre un peu la mission de la région que nous allons tout à l'heure définir dans ces termes de référence pour leur venir en appui afin de maîtriser véritablement les flux et la gestion des populations qui sont venues, en particulier des îles, et de celles qui sont en transit. Parce que nous avons constaté effectivement que plus de la moitié étaient en transit. C'était des populations pour la plupart étrangères, donc, et qui souhaitent continuer pour rentrer dans leur pays d'origine, notamment le Nigeria. Donc je pense que grosso modo c'est ça. Il y a des besoins qui ont été exprimés, il y a des stocks qui sont disponibles, mais il y a des gaps que nous allons certainement examiner aussitôt à notre retour à Niamey. Et je pense que nous avons les capacités pour répondre à ces besoins. Il suffit de faire le point. C'est vraiment à notre portée. Nous allons nous concerter pour coordonner notre action afin d'être plus efficace. Donc c'est ce que je tenais à vous dire avant de vous remercier encore pour votre soutien, pour votre accompagnement. Signalons qu'en marge de cette rencontre, le chef du gouvernement a mis ce déplacement à profit pour rencontrer les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité afin de leur transmettre toutes les appréciations du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, du gouvernement ainsi que celles de l'ensemble du peuple nigérien pour le travail remarquable qu'il ne cesse de consentir dans la lutte contre les éléments de la nébuleuse Boko Haram. Du matériel roulant pour renforcer les capacités opérationnelles des services douaniers, 55 véhicules acquis sur fonds propres de l'État ont été remis ce matin au directeur général des douanes par le ministre des Finances Jules Baye pour une mobilisation conséquente des recettes. Détail Hamani Seyni, Gérard Abdelaziz. 1,598,070,000 francs CFA. C'est le coût total du matériel roulant que l'État du Niger vient de doter sur fonds propres la douane. Il est composé de 55 véhicules Toyota, dont 6 V6, 14 Hilux, 10 Corolla, 23 Fokker et 2 Camry qui renforcent les capacités opérationnelles des douaniers. Le lundi 24 février 2014, une cérémonie identique à celle d'aujourd'hui nous réunissait ici même pour la remise à la Direction générale des douanes de 30 véhicules, d'un coût total de 1,160,607,000 francs CFA. Un peu plus d'un an après, par la grâce d'Allah, nous rééditons la manifestation pour un nombre de véhicules atteignant presque le double de celui de l'année dernière. Ce geste traduit concrètement le respect de l'engagement du président de la République, du gouvernement et de moi-même de doter les régies financières de moyens en adéquation avec l'attente d'une mobilisation maximale de ressources pour alimenter le Trésor national, instrument central de l'action des pouvoirs publics. L'État attend en retour de la douane une mobilisation accrue de ressources internes à très brève échéance. Il est indiscutable que la mise à disposition de ces véhicules doit provoquer un accroissement substantiel de recettes douanières dès les prochaines semaines. C'est à cette condition également que vous me fournirez de bons arguments parce qu'objectif est mesurable pour poursuivre la modernisation et le renforcement des équipements de votre administration. La Direction générale des douanes s'est réjouie de l'attention particulière que l'État lui accorde et s'est engagée à ne pas le décevoir. Entre l'année dernière et aujourd'hui, nous avons donc à l'espace d'une année reçu 74 véhicules de lutte contre la fraude. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction qui m'anime, qui anime toute la Direction générale des douanes et tous les douaniers du pays. Monsieur le ministre des Finances nous a dit, compte tenu de l'effort
inouïe fournie par le gouvernement. Il attend un doublement de recettes de notre part. Mon équipe et moi, nous nous engageons en tout cas de faire au mieux de nos possibilités pour ne pas décevoir l'État du Niger, qui est dans une situation où il n'a jamais eu autant besoin d'argent que cette année. Il faut retenir que la douane contribue à hauteur de 40% aux ressources internes du budget national du Niger. Les 60% restants sont assurés par la Direction générale des impôts, DGI. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, était ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Morou Amadou a successivement visité les différents bureaux du tribunal et la cellule de traitement en temps réel. Le point avec Jocelyne Amoussou et Bachir Harouna. Les scellés s'entassent de plus en plus au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. C'est le constat du ministre de la Justice lors de la visite des différents scellés. Une solution s'impose donc, ce à quoi s'attelle le ministre, séance tenante pour parer au plus précis. Un projet de loi pour les prendre en charge traîne encore à l'Assemblée nationale, mais là, avec les discussions, nous avons trouvé des solutions qui vont nous permettre de tenir des audiences spéciales de confiscation pour évidemment mettre fin à cette situation qui ne peut plus continuer. Le ministre s'est également intéressé au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, les différents cabinets d'instruction, 12 au total, le projet d'appui à la justice et à l'état de droit PAGED 2 et la cellule de traitement en temps réel qui permet au parquet, en relation avec les unités d'enquête, d'accélérer les procédures d'enquête. Une réforme du gouvernement qui porte ses fruits selon le ministre. J'ai pu constater avec satisfaction que cette réforme est plus que positive et elle apporte des résultats très satisfaisants. Le troisième point, le dernier, mais qui sans doute qui est un des plus importants, c'est l'engorgement des cabinets d'instruction par beaucoup de dossiers et qui, vous savez, a un impact sur la qualité de la justice, puisque régulièrement les citoyens dénoncent une lenteur judiciaire. Régulièrement, on dénonce la surpopulation des maisons d'arrêt, mais là également, non seulement nous avons pu constater qu'effectivement, beaucoup de cabinets travaillent avec beaucoup de satisfaction et beaucoup d'efficacité, mais malgré tout, beaucoup de recommandations importantes ont pu être faites. Une longue séance de travail avec les magistrats de la cour d'appel et des cabinets d'instruction, les cadres centraux du ministère et les responsables du tribunal a marqué la fin de cette visite. Une séance d'échange où les préoccupations liées à la logistique ont été exposées au ministre et des solutions communes pour les juguler trouvées. La participation politique des femmes au Niger, c'est le thème au centre de Natuli qui a ouvert ses travaux ce matin au Palais des Congrès, organisé par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Cet atelier, présidé par la ministre Dr Mekibi Kadijatou Dandoubi, vise à encourager la participation pleine et entière des femmes aux prochaines échéances électorales. Youssouf Souleymane, Guy Mathieu. Cet atelier d'échange s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée nationale de la femme. Dans son mot d'ouverture, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a indiqué qu'au Niger, on enregistre une disparité importante dans la participation politique des femmes et des hommes. L'analyse des différentes sphères de décision politique et administrative, exemple à l'Assemblée nationale, nous enregistrons 14% de femmes, au gouvernement 21%, les femmes maires 2%, les conseillères régionales 13%. Donc cette analyse fait ressortir une disparité hommes-femmes. Plus on avance dans les échelles supérieures de participation, plus l'écart se creuse entre les hommes et les femmes. Cette disparité est observée au sein des partis politiques, bien que les femmes soient très actives dans les partis politiques. Selon l'étude de la situation actuelle de la représentativité des femmes au sein des instances décisionnelles des partis et par rapport à la prise en compte du genre dans la sphère politique réalisée en février 2013,
il ressort que dans les bureaux des partis politiques, les femmes sont sous-représentées. À titre d'exemple, le bureau politique national du PNDS, Tareya, compte 23 femmes sur 163, soit 14%. MNSD Nassara, 20 femmes selon l'étude sur 208, soit 9%. Lumana Africa, 31 femmes sur 280, soit 11%, pour ne citer que ces partis. Dr Maikibi Kadidiatou Dandobi a aussi affirmé que ces données doivent nous interpeller. C'est pour cette raison que le ministère a initié cet atelier d'échange sur la participation politique des femmes en vue de dégager les préoccupations, nos problèmes et dégager des stratégies plus efficaces en prélude aux élections de 2016 afin d'améliorer de manière significative la participation des femmes et profiter du rehaussement du taux de postes électifs qui est passé de 10 à 15%.